dirais que la première course qui vraiment m'a lancée dans ce milieu-là et m'a fait découvrir le trail, c'était première que j'ai gagnée, c'est la Mascareigne à La Réunion. J'étais inscrit sur 65 kilomètres. Voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et là, je gagne la course vraiment, même à ma plus grande surprise à moi et de tout le monde. À la base, c'était presque pas un autre projet. Il y avait l'idée d'Alsace à Nice, mais voilà, pas forcément l'idée de van, l'idée de vivre ensemble pendant une semaine. Donc il y a vraiment, voilà, il y a eu une idée de base et puis en fait, voilà, ça a dévié un peu dans tous les sens quand 8 cerveaux se réunissent. Et sinon, bah voilà, il y a eu des étapes qui ont fini à 2, 3 heures du matin et pareil, on essayait d'être là pour l'arrivée de chacun. Donc ouais, non, on a fait des nuits très très courtes. Je pense que là, pour une aventure humaine, c'était super important de pas se mettre de pression et d'aller voilà, chercher des sentiers qu'on connaît pas, de pas regarder le chrono. C'est complètement différent. En fait, on profite beaucoup mieux du paysage, on discute, voilà, vraiment le partage est encore plus présent, je pense. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Merci à tous pour vos nombreux messages et votre inconditionnel soutien, c'est une formidable source de motivation pour moi et ça me donne plus envie que jamais de continuer à partager avec vous dans ce podcast les plus belles histoires de course. N'oubliez pas, pour être sûr de ne manquer aucun épisode de Course épique, une seule chose à faire, abonnez-vous sur les différentes plateformes SoundCloud, Apple, Deezer ou encore Spotify. Et n'hésitez pas à continuer à parler de course épique autour de vous, sur les réseaux sociaux, lors de vos discussions pendant vos sorties. Course épique, c'est encore meilleur quand on le partage. Enfin, si vous avez des envies ou des idées d'invités ayant vécu une course épique, écrivez-moi à l'adresse guillaume@courseepique.fr. J'ai aujourd'hui la chance de recevoir Camille Bruyat, qui a fait sensation en cette fin d'été à l'occasion de sa victoire à l'UTCAM. Et nul doute que de nombreuses autres victoires prestigieuses lui tendent les bras à l'avenir. Vous l'entendrez, et je pense que vous le sentirez tout comme moi, Camille est une personnalité très spontanée, enthousiaste et attachante, et pour ne rien gâcher, elle est d'une incroyable humilité. Elle va nous faire vivre de l'intérieur la Grande Traversée, une aventure collective incarnée par 8 des meilleurs traileuses et trailers français, tous membres de la team Salomon, le temps d'une incroyable traversée de la France en relais entre l'Alsace et Nice. Et tout cela en seulement 7 jours. Une aventure complètement dingue que Camille va nous permettre de vivre de façon très privilégiée et très intime à ses côtés. Mais je ne vous en dis pas plus, Camille va vous raconter ça bien mieux que moi. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Camille, j'espère que tu n'es pas superstitieuse car aujourd'hui tu es ma 13e invitée dans Course épique. Non, je suis pas super. Bonne nouvelle. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, je m'appelle Camille Bruyat, je suis originaire du petit village de Saint-Denis-sur-Coise dans la Loire, entre Saint-Étienne et Lyon, dans les Monts du Lyonnais. J'ai 28 ans, je suis masseur kinésithérapeute et puis je fais du trail à mes heures perdues. Et il y en a quelques-unes des heures perdues à faire du trail, j'ai l'impression. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de ta pratique sportive, tes premiers pas dans le sport, par quoi tu as commencé quand tu étais plus jeune ou ado? J'ai commencé par le basket. J'ai joué au niveau France, cadet de France à Feur dans la Loire. Voilà, et j'ai fait 10 ans de basket. J'ai commencé l'athlétisme au Coquelicot 42 à Saint-Étienne à 18 ans. D'accord, donc assez tardivement. Et ouais, assez tardivement, ouais. Ouais, c'était même en parallèle avec le basket. Et puis après, j'ai choisi. Et puis voilà, et de fil en aiguille, ces 2, 3 dernières années, courir sur la piste m'ennuie un petit peu plus. Donc je suis passée à courir en montagne. Comment le running est arrivé dans ta vie justement? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie à 18 ans de te lancer sur de l'athlé? Il y a une rencontre ou un déclencheur spécifique pour tout ça? Pas spécialement, c'est juste, je voulais passer un sport individuel. Je courais déjà beaucoup, on habitait dans la campagne et je courais petite assez souvent en footing, choses comme ça. Et voilà, et du coup, je me suis inscrite au club d'athlétisme à Saint-Étienne, plus par envie de faire surtout un sport individuel au niveau de l'organisation, c'était plus simple. Et voilà, et en fait, ça m'a tout de suite plu. J'ai retrouvé aussi ce collectif, voilà, en entraînement en groupe et puis des interclubs. Et j'ai arrêté le basket, mais bon, c'est peut-être pas
J'ai peut-être pas mis un point final, on verra. Une deuxième vie sportive s'offre à toi quand tu raccrocheras les baskets de running et de Eh trail. ben, on sait pas. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Ok. Et est-ce que tu as un format de prédilection sur le trail, justement? Sur quelle distance, toi, tu t'amuses le plus? Ou est-ce que tu as besoin de varier, au contraire, les plaisirs et les distances pour trouver un bon équilibre? Ouais, j'ai besoin de varier les distances, surtout que moi, le format que je préfère, c'est 100 km jusqu'à 160. Bon, j'en ai fait 15, c'était la Diagonale des Fous, mais je vais tendre vers du 160. Et on peut pas en faire 15 dans l'année. Mhm. Donc, du coup, voilà, j'en prévois un ou deux dans l'année. Enfin, surtout cette année, c'est ce qui était prévu. Et puis, entre, je cale des formats voilà, qui vont de 40 km à 80, voilà, plus de préparation. Mais j'adore aussi, en fait, ces formats qui sont beaucoup plus rapides, en fait, parce qu'il faut pas se leurrer, 60 km, on marche beaucoup. Mais voilà, c'est pas la distance où je m'exprime le mieux, c'est celle où je m'exprime le mieux, on va dire que c'est sur, voilà, à partir de 80, 100 km. Et tes critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer, c'est principalement la distance ou il y a d'autres éléments que tu aimes prendre en compte? Est-ce que c'est l'opportunité de voyager et de partir un petit peu loin du quotidien? Est-ce que c'est, je sais pas, un effet de groupe? Est-ce que c'est un challenge? Est-ce que tu aimes faire les courses une seule fois ou est-ce que tu aimes bien retourner sur les courses que tu connais déjà? Enfin, comment est-ce que tu arbitres en fait pour organiser ton planning de course? Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment pour découvrir. Non, non, refaire des courses, à part si ça s'est vraiment mal passé, j'ai envie d'y retourner pour bien faire, mais sinon, il y a trop de courses pour pouvoir les refaire, je trouve. Et puis, j'adore découvrir de nouveaux endroits. Voilà, c'est l'opportunité de voyager. Et puis, des fois, voilà, sur des invitations, c'est l'opportunité de découvrir des endroits, découvrir des courses qu'on ne connaissait pas. Donc, ouais, non, non, je choisis vraiment là où j'ai envie d'aller, surtout, et de découvrir. Bon, les lignes de ton palmarès aujourd'hui, elles sont très fournies. Tu as fini troisième de la CCC en 2019, cinquième de la Diag en 2018. Tu as signé des victoires à l'UT4M en 2017, à l'Ultra Trail de Cape Town en Afrique du Sud en 2018. Et tout récemment, il y a eu l'UTCAM, pardon, sur lequel tu t'es distingué avec d'une part la victoire féminine, mais également une quatrième place au scratch, à seulement 8 minutes du vainqueur Sylvain Perrin. Donc c'est une performance assez remarquable et qui a été très remarquée d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous parler des 2-3 moments charnières dans ta carrière jusqu'ici, c'est-à-dire ceux qui ont fait un peu basculer ta vie sportive dans une nouvelle dimension? Est-ce qu'il y a vraiment eu des courses marquantes qui t'ont fait gagner en confiance ou qui t'ont permis d'avancer, de franchir des paliers vraiment de façon significative? Je dirais que la première course qui vraiment m'a lancée dans ce milieu-là et m'a fait découvrir le trail, c'était la première que j'ai gagnée, c'est la Mascareigne à La Réunion. En fait, on arrivait à La Réunion. J'étais inscrit sur 65 km. Voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et là, je gagne la course vraiment, même à ma plus grande surprise à moi et de tout le monde. Et voilà, et c'est ce qui nous a permis vraiment de rencontrer énormément de gens à La Réunion, de découvrir ce sport fou, encore plus fou à La Réunion. Et voilà, qui m'a mené 2 ans plus tard à la Diagonale des Fous. Et j'aurais jamais pensé ça. Et la deuxième course qui m'a vraiment, ouais, on va dire qu'il y a eu un déclic, c'était la CCC l'année dernière. Voilà, où pareil, je partais pas du tout favorite pour le podium. Et voilà, et j'arrive là, troisième, une course avec des super sensations. Enfin, voilà, c'est ça, des courses comme ça, on en redemande tout le temps. Et voilà, et après, ça m'a ouvert des portes, voilà, notamment avec Salomon, qui maintenant, c'est une team qu'on va en parler après, avec qui j'ai vraiment la chance d'être bien entourée, quoi. Et tu dis que tu pars pas favorite. Est-ce que toi, dans ta tête, tu penses que tu as un coup à jouer sur ces courses et sur la CCC? Ou est-ce que toi-même, tu te dis que tu vas et que tu vas faire au mieux? Ou est-ce que dans un petit coin de ta tête, tu soupçonnes ce dont tu es capable et que tu crois accessible le podium ou la victoire comme tu l'as eu à Mascareigne? Ah non, 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 moi, je pars toujours, je fais au mieux, et on verra bien. Et non, là, c'était inespéré. Enfin, non, un podium à la CCC, c'était, pour moi, c'était, non, non, c'était impossible à la base. Rien n'est impossible, quoi, Impossible n'est pas Camille. mais non, 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 jamais j'y aurais pensé. Je pense pas à ça. Et puis, alors, surtout sur du long, c'est très dur de penser. On pense déjà à finir parce qu'il peut se passer tellement de choses que ouais, non, c'est compliqué de penser directement au podium. Est-ce que tu pourrais nous dire l'accomplissement que tu trouves dans ta pratique de la course à pied? En d'autres termes, pourquoi tu cours, Camille? Pour rencontrer du monde, pour découvrir des paysages et essentiellement vraiment ouais, pour libérer aussi la tête. C'est vrai que courir, c'est vraiment un moyen de penser à plein de choses et de penser à rien en même temps. Et puis, ouais, l'autre partie, c'est vraiment pour aller découvrir des sommets, découvrir des montagnes, sur les compétitions, rencontrer des gens. Et ça c'est vraiment ça que j'adore. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration ou peut-être les choses sur lesquelles, en tout cas les éléments de la course ou de la préparation sur lesquels tu as un peu moins de plaisir peut-être?
Mes points forts, je sais pas, c'est peut-être, que ouais, mentalement, j'y vais vraiment pour une aventure. Je me mets vraiment pas trop la pression, donc je pense que voilà, je pas trop de stress d'avant-course, des choses comme ça. Donc je pense qu'après ça aide ouais, à avancer surtout sur du long. Et après, en point faible, bah, il y en a plein. J'estime que je descends pas bien, qu'il faudrait que je travaille ma descente, que je travaille ma vitesse. Ouais, non, techniquement, voilà, vraiment pas mal de trucs. Et puis j'espère encore vraiment progresser sur plein de trucs parce que sinon, ce serait dommage d'être déjà au top. Mais ouais, non. Et puis même mentalement, en fait, chaque course, chaque ultra est une expérience. Et en fait, j'aimerais acquérir de l'expérience rapidement. Sauf que là, ça marche pas Ça encore va, à pour le moment. 28 ans, ton palmarès est quand même déjà très largement fourni. Tu as une belle Ouais, mais expérience bon, déjà. il en faut toujours. Tu nous l'as dit, tu es également masseur kiné. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'organise une semaine type pour toi et la façon dont tu fais coexister la course à pied avec ta vie professionnelle et personnelle? Ouais, bah moi, je suis kiné en libéral, donc en fait, j'ai la chance de faire le planning que je veux. Donc, et je le fais semaine après semaine. Donc, c'est vrai que bon, c'est toujours, j'ai toujours on va dire, trois grosses journées où effectivement, il faut commencer assez tôt pour voir les patients avant le travail et puis finir assez tard pour voir ceux qui travaillent après. Donc voilà, mais je le cale souvent sur mes journées de récup ou après, il y en a un où je dois aller faire un footing entre midi et deux. Et après, j'ai deux journées plus cool, dont le vendredi où vraiment je travaille pas. Et là, voilà, entraînement, récupération, dormir. Voilà, en gros. Une semaine type, c'est combien d'entraînements pour toi dans une période standard? Alors, du lundi au vendredi, c'est trois entraînements. On va dire un footing et deux un peu plus séances. Ou une vélo, enfin, tout dépend. Et puis après, c'est le week-end, surtout que là, j'essaie de faire le volume ou des bonnes séances aussi le week-end. Merci beaucoup Camille pour cette intro. On passe désormais à notre séquence classique de la basket chinoise, donc c'est un format de portrait chinois version sportive qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu? Et bien, du coup, on me compare souvent, c'est pas fictif, mais on me compare souvent à Valérie Lemercier, physiquement. Donc voilà, D'accord. on a joué dans de nombreux rôles. Tu m'en parlais tout à l'heure, tu ressembles à Valérie de Mercier, mais de profil seulement. C'est ça? Exactement. C'est une Ouais, moi, particularité, c'est un vraiment, sosie latéral, c'est très rare. c'est ça, mais on me le dit très souvent, hein. Franchement, c'est impressionnant. Heureusement que tu cours pas dans la tenue qu'elle porte dans Les Visiteurs, sinon ce serait un petit peu compliqué de faire des performances sur la CCC. C'est clair. Et si tu étais un animal, quel serait-il? Une gazelle. C'est beau et ça court vite. Très bien, c'est aérien, effectivement. Et enfin, un sportif ou une sportive qui susciterait une admiration particulière chez toi? Mais moi, j'ai lu l'autobiographie de Martin Fourcade et ouais, je dirais que c'est dernièrement quelqu'un qui inspire beaucoup, ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer déjà? Non, non. Bientôt, Martin, si tu nous écoutes. Voilà, tu as une fan de ton autobiographie en tout cas. Peut-être qu'il lira la tienne dans quelques années. Oula. Chaque chose en son temps. Ok, merci beaucoup Camille pour cette présentation. Le moment est venu parler de ta course épique, la Grande Traversée. Quelques éléments de contexte préalables pour nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas la Grande Traversée, un projet à l'initiative de la marque Salomon. Du 5 au 11 juillet dernier, tous les membres de l'équipe de Trail Salomon, à savoir François Den, Thibaut Barognan, Sébastien Speller, Michel Lannes, Théo Détienne, Julien Michelon, Nathan Jovet, et donc toi Camille, la seule femme de l'équipe, vous vous êtes lancé dans cette Grande Traversée, un relais à pied et à vélo de 7 jours, long de 1000 km et qui comptait 41 000 mètres de dénivelé positif. Le parcours de cette Grande Traversée relie ainsi l'Alsace avec un départ donné à Châtenois, la ville de naissance de Sébastien Speller, et a sillonné ensuite Besançon, Annecy, Arèche, Briançon jusqu'à une arrivée finale à Nice. De ce que l'on a pu en voir, les maîtres mots de cette traversée ont été le sport bien sûr, mais aussi le partage, des paysages à couper le souffle, et également les vannes. Et quand je dis vannes, je parle à la fois du moyen de transport, mais aussi de celles qui ont visiblement suscité pas mal de fou rire dans l'équipe. Avant que tu nous immerges avec toi au cœur de cette incroyable aventure, petit passage obligé par notre rubrique La question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Aujourd'hui, on va parler du 9e art, à savoir la bande dessinée. Alors je sais pas si tu as été amené à le lire plus jeune, mais La Grande Traversée, c'est aussi un album de la série Astérix, créé par Goscinny et Uderzo. C'est le 22e album de la série qui a été publié en 1975, qui s'est vendu à plus de 1 350 000 exemplaires, donc c'est
un vrai best-seller. Dans cet album, Astérix, Obélix et Idéfix sont envoyés en bateau pour pêcher du poisson frais pour Ordre Alphabetix, qui ne dispose plus de poisson frais importé de Lutèce, et également pour Panoramix, car il s'avère que c'est un des ingrédients essentiels de la fameuse potion magique gauloise. Une tempête en pleine mer emporte malheureusement nos héros loin de la Gaule. Pensant être revenus en Armorique, ils échouent sur une terre inconnue, peuplée par une étrange tribu et des dindons qu'ils surnomment Glouglou. Est-ce que tu pourrais me dire, Camille, quelle est cette terre sur laquelle nos Gaulois préférés ont posé leurs pieds à l'issue de cette grande traversée? Petit indice, à la différence de vous, ça n'était pas à Nice. Euh, Faire, je sais pas, l'Amérique? Exactement, ils ont découvert l'Amérique. Donc voilà, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas Christophe Colomb, mais bien avant lui, il y a Astérix, Obélix et Idéfix qui ont découvert les États-Unis. C'est une bonne réponse, bravo. Tu es la première, je pense, à trouver la réponse à une question qui pique de course épique. Donc félicitations, Camille. C'est une belle première. Bon allez, à chacun sa course, c'est sa grande traversée, et la vôtre n'en est pas moins héroïque. Est-ce que tu pourrais me dire à quel moment le projet a commencé à se monter? On l'a dit, il s'est tenu au début du mois de juillet. Quand est-ce qu'il a commencé à naître? Il est né pendant le confinement. En fait, je pense qu'il y avait globalement un manque de motivation de la part de tout le monde pour l'entraînement. Et puis, voilà, les compétitions qui s'est annulées. Je pense qu'on marche tous un petit peu à la motivation, à l'objectif, on va dire. Et donc, voilà. Et puis même au niveau des salariés de Salomon, il y avait vraiment voilà, des gens au chômage, des licenciements. Et donc, la volonté, c'était vraiment de montrer que les athlètes se bougeaient pour faire vivre la marque. Et puis nous aussi, se refixer un petit objectif, voilà. Et puis surtout, pour essayer en partie aussi faire une cohésion de groupe. Donc le projet, il était à l'initiative de vous, les athlètes, ou il a été porté conjointement avec la marque? Il a été en fait vraiment initié par celui qui est team manager de la Team France, Jean-Michel Fort-Vincent. Et après, on a fait plusieurs réunions sur Skype pour en discuter. Donc à la base, c'était presque pas un autre projet. Il y avait l'idée d'Alsace à Nice, mais voilà, pas forcément l'idée de van, l'idée de vivre ensemble pendant une semaine. Et voilà, c'est un peu nous qui avons décidé de voilà. Et puis après, chacun faisait sa trace. Donc il y a vraiment voilà, il y a eu une idée de base et puis en fait voilà, ça a dévié un peu dans tous les sens. Quand 8 cerveaux se réunissent, on Chacun fait a des belles apporté choses. sa pierre à l'édifice. Et donc toi, tu venais de rejoindre la Team Salomon cette année-là. Est-ce que tu connaissais déjà les autres membres de l'équipe? Absolument pas. Non, j'avais croisé François, j'avais croisé Thibaut, mais voilà, après, jamais vraiment discuté avec eux. Il y avait un stage qui était prévu en février, mais qu'on n'a pas pu faire. Donc ouais, non, c'était super chouette de rencontrer tout le monde. Ouais. Beau contexte pour une première rencontre, en tout cas, ce projet collectif. Absolument. Et est-ce que tu peux me dire le principal objectif de cette course? Comment est-ce qu'elle est, enfin, voilà, comment elle s'est dessinée? Finalement, qu'est-ce que vous cherchiez à accomplir au-delà de recréer une dynamique? Est-ce qu'il y avait une autre motivation à cette organisation-là? Bah, l'autre motivation, c'était vraiment ouais, de partager des moments ensemble et puis de se mettre des bonnes doses de sport quand même, de faire des jolis tracés. Pour la plupart, c'était vraiment voilà, d'aller chercher des jolis tracés qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'aller, de connaître. Voilà, découvrir des endroits et puis voilà, on va dire rallier la mer depuis l'Alsace où Seb habite. Et est-ce que ça change quelque chose d'être la seule femme dans une telle épopée? Non, 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 ça change pas grand-chose, franchement. Non, non, ouais, je pense que j'ai été, voilà, pareil. Après, c'est sûr que au début, je devais faire une partie avec Thibaut, et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus simple que je fasse moi ma partie, parce que voilà, physiquement, c'est forcément, il y a un écart de niveau. Et voilà, et puis je voulais aussi promouvoir un petit peu le trail au féminin parce que peu de femmes osent se lancer sur des longues distances ou prennent le temps voilà, de s'entraîner. Donc l'idée, c'était aussi de faire une partie un petit peu féminine. Donc là, le parcours, en gros, il s'est co-construit entre vous et Jean-Michel. Vous avez élaboré le parcours qui convenait à tous en prenant justement en compte les forces et les faiblesses et les envies en tout cas de chacun pour que ce soit le plus homogène et cohérent possible. C'est ça, ouais, vraiment, on a réparti en 4 zones. Et puis après, chacun faisait un petit peu comme il voulait. Et puis nous, après, lors de la grande traversée, on avait l'opportunité d'aller courir une certaine section avec l'athlète en question, où parfois ils étaient deux aussi.
Donc voilà, en fait, on gérait notre section, mais on C'était était très pas... ouvert sur le reste, vous pouviez vous Voilà, joindre ou venir exactement. supporter, et notamment peut-être plus Exactement. vers la fin où il y a eu des petits coups de pompe physiques, venir aussi apporter un soutien psychologique Exactement. au reste de l'équipe. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui était mise en place autour de vous? Comment est-ce que tout ça a été organisé au-delà de vous 8? Comment était structuré l'encadrement autour de vous? Bah, en fait, on s'auto-encadrait. Comme des C'est-à-dire grands. que, ouais, on était 8, on avait 2 vannes et on se faisait l'assistance, voilà, sur les points où il y avait besoin du ravitaillement, puis on voulait aller voir aussi ceux qui pourraient forcément. Et voilà, où il fallait qu'il y ait un van qui aille faire les courses. Enfin voilà, vraiment, on était autonome sur tout ça. Et puis après, à part ça, comme on a fait un film, on avait un vidéaste et un photographe qui nous suivaient. Mais voilà, eux, ils étaient vraiment, on va dire, quelque part indépendants. Et c'était la surprise de quand ils étaient là sur le parcours. Voilà, bon, après, ils venaient un peu avec nous aussi les soirs et tout. Mais bon, c'était assez court parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Donc voilà. Est-ce que tu avais mis en œuvre une préparation spécifique pour cette grande traversée? Ouais, je m'étais quand même remis à faire de la longue distance parce que l'idée, c'était quand même de finir 100 km avec 7500 de dénivelé. Sortie de confinement, bon, je me disais, enfin, l'idée, voilà, c'était de pas se blesser, c'était de finir déjà et de pas finir et après être blessé la fin de l'année. Donc, faut être un minimum prêt, faut adapter son corps à ça. Donc ouais, j'ai fait quand même pas mal surtout des sorties longues pour réencaisser un petit peu le dénivelé, quoi, surtout. Avant de rentrer dans le détail de cette traversée en elle-même, est-ce que tu pourrais nous parler de votre organisation au quotidien, l'horaire auquel vous leviez le matin, l'organisation des ravitaillements, les nuits justement que tu disais assez courtes? Comment se passait globalement une journée du matin jusqu'au coucher, les grandes étapes clés? Alors, la journée, ça dépendait qui partait et qui donnait le réveil. Donc, il y a eu du 6 heures, il y a eu du 7 heures, il y a eu du 5 heures du matin. Et donc, Et voilà, là, on se levait tous vraiment pour faire le départ ensemble. solidaire C'était, jusqu'au bout. voilà, c'était vraiment important pour nous. Donc, on faisait, voilà, soit au début, on a fait les 10 premiers kilomètres ensemble. On essayait quand même, voilà, de faire une bonne partie ensemble, selon si on avait couru la veille ou pas. Et après bah, si on courait pas, donc sinon bah, c'était toute la journée dans les montagnes. Mais si on courait pas, c'était voilà, on prend les vannes, on regarde l'itinéraire pour aller au prochain stop. Voilà, s'il fallait acheter des choses sur la route, voilà, qu'est-ce qu'il faut. Voilà, après on sortait tout le ravito, sortir à manger, tout ça quand les coureurs du team arrivaient. On répartissait aussi qui voulait repartir, après, quand, remplir l'eau du van pour la douche le soir, pour faire la vaisselle. Voilà, c'est des petites choses, mais bon, ça prend du temps. Et voilà, et tout ça jusqu'à 22, 23 heures. Bon, après, si on repartait courir le lendemain, on essayait quand même qu'il y ait au moins un van qui aille se coucher un peu plus tôt pour celui qui prenait le départ le lendemain matin. Et sinon, bah voilà, il y a eu des étapes qui ont fini à 2, 3 heures du matin. Et pareil, on essayait d'être là pour l'arrivée de chacun. Donc, ouais, non, non, on a fait des nuits très, très courtes Oui, parfois. effectivement, oui. Et puis, voilà, le soir, c'était aussi faire un petit topo pour la journée du lendemain si on courait. Par exemple, moi, j'ai couru le mercredi, donc mardi soir, j'ai fait un petit topo sur bah, si vous voulez venir à tel endroit avec les points GPS. Voilà, si vous avez ça à manger, c'est cool. Puis voilà, je laissais mon petit sac de ravito, des choses que j'ai l'habitude de prendre. Après, c'était moins, voilà, avec de l'eau, des choses comme ça. On essayait quand même de faciliter la tâche à ceux qui faisaient les ravitaux. Une Voilà à peu mécanique près. bien huilée en tout cas, vous êtes bien Ouais, organisé. à la fin, on était bien rodés, ouais. Vous étiez mûrs pour une semaine de plus. Ah ouais, on était bons là. Bon, là, on est le 5 juillet 2020, donc c'est le jour du grand départ. Dans quel état d'esprit vous êtes tous au moment de vous élancer? Je pense qu'on a hâte de partir et de voir comment ça va se passer parce qu'en fait, au départ, on ne savait pas du tout que ça allait se passer comme ça et c'était un peu la découverte tous les jours. Donc ouais, hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer, comme quand on regarde un film. Et est-ce que toi, tu t'étais fixé un objectif personnel au moment de prendre le départ, au-delà de ce projet collectif? Est-ce que toi, tu cherchais à accomplir quelque chose de particulier personnellement? Personnellement, j'ai fait une trace un peu technique avec des belles arêtes où ça court pas trop, ça randonne plus. Donc j'avais le temps de regarder le paysage. Et puis voilà, sur des compétitions, en général, j'aime bien quand c'est un peu plus roulant. Bon, après, je fais un peu de tout, mais c'est vrai que voilà, un parcours comme la CCC,
c'est des choses que j'aime bien, ça court, voilà, et ça marche un peu moins. Et du coup, voilà, là, je voulais sortir un peu de ma zone de confort et essayer des choses un peu plus techniques. Et après, au niveau du chrono, donc on n'avait pas du chrono, mais moi, je voulais faire le coucher de soleil au Grand Mont. Donc, j'avais ça en tête et voilà, c'était mon petit objectif de la journée. Donc là, le premier jour, c'est Sébastien qui s'élance de Châtenois, donc sa ville natale, on en a parlé. Comment se passe la première étape pour tout le monde? Alors, la première étape, c'était très folklore parce qu'en fait, Seb et Théo, ils faisaient des relais, eux. Ils faisaient, voilà, il y en avait un qui partait, enfin, ils sont partis ensemble, puis après, ils faisaient des relais. Et puis, ils avaient décidé, Seb avait décidé de faire un marathon, voilà, en plein milieu, enfin, ouais, à la fin il avait déjà fait 80 bornes quasiment, et voilà, et là, il fallait faire un marathon. Il faisait 40 degrés et voilà. Et en fait, il a énormément souffert de la chaleur. Et Théo avait décidé de faire un 5000 mètres un peu profil descendant là, vers le ballon d'Alsace à bloc. Donc, voilà. Et en fait, ils ont couru super vite. Déjà, on est parti super vite. Donc, ça a donné un peu le thème de la relance de la grande traversée. Donc, c'est parti à bloc. Bon, après, avec Théo et Seb, on savait que ça allait pas partir en marchant, mais À ce point-là, tu vous soupçonniez mais pas. ah ouais, moi je me suis dit, mais ça va être très très long là si c'est si c'est aussi rapide. Bon, ils m'ont C'est la rassuré. frustration accumulée des derniers mois à pas pouvoir courir Ouais, autant. ouais, ouais. Et puis Seb, il était chez lui, voilà, il Ouais. était hyper bien, il y avait du monde, on a été super bien accueillis en Alsace, c'était vraiment la folie. Et voilà, et forcément, ben voilà, comme un départ de course, on part forcément très très vite. Et voilà, et du coup, eux, comme ils enchaînaient, ça allait assez vite. Donc nous, on suivait en van, mais en fait, le premier jour, on n'avait vraiment pas trop le temps de manger. Les ravitaillements se faisaient très très rapidement. Ouais, ça allait assez vite. Après, c'était magnifique, hein. Moi, je connaissais pas du tout la traversée des massifs alsaciens. C'était vraiment beau. Donc toute la traversée des Vosges et tout, là, c'était chouette. Ouais, ouais, vraiment chouette. D'accord, donc une étape où vous vous mettez plein les yeux, vous êtes limite vous avez besoin de demander à Seb et Théo de ralentir pour pouvoir arriver à les suivre avec le van. C'est ça, c'est ça. Ok, bon, ça donne les bases en tout cas de cette grande traversée. Et donc pour la seconde étape, cette fois, c'est un départ de Besançon qui est le fief de Thibaut. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que Thibaut est parti avec Nathan sur cette étape-là. Ils ont notamment eu un petit passage nocturne en vélo, si j'ai bien suivi, qui s'est passé dans des conditions pas tout à fait idéales. Alors ouais, en fait, non, Thibaut est parti tout seul en vélo. Enfin non, on est parti en courant donc de Besançon, qui est une magnifique ville. Moi, je connaissais pas du tout et vraiment pareil, on a été super bien accueillis à Besançon. Le départ, on a fait voilà visite de la ville et des forts où ils avaient ouvert spécifiquement un fort là avec des animaux pour nous. Donc là, c'était vraiment magnifique. Et après, ils ont pris les vélos avec des copains à lui avec qui il s'entraîne beaucoup à vélo. Et puis Thibaut, il adore le vélo, donc c'est vrai que c'était une partie qui lui correspondait bien. Et là, ils ont eu une météo pas top pour arriver sur le plateau du Jura, où là, il a pris les baskets et il est reparti pour faire la traversée du Jura, 80 km, voilà, plus ou moins en solo. Il y en a qui ont fait un bout avec lui, Julien, François. Il y a Ludovic Pomeray qui l'a rejoint, ça c'était chouette. Et puis à Bellegarde, ils ont pris les vélos donc avec Nathan justement. Donc, ils ont fini de nuit pour arriver en courant à Annecy les 5 derniers kilomètres en courant. Donc ouais, là ils ont une belle météo, mais c'était épique avec Nathan. Voilà, de nuit, c'est vrai que faire du vélo de nuit, c'est toujours un peu impressionnant. Ouais. Le troisième jour arrive, c'est donc à toi d'assurer la jonction, cette fois entre Annecy et Arèche. C'est une étape, tu nous en as parlé tout à l'heure, de 104 km et 7900 mètres de D+, avec un tracé qui est très esthétique et technique et qui rallie ces deux cités des Alpes en passant par 3 massifs et 3 sommets emblématiques. Toi, tu es accompagné au départ de Perrine Tramoni et donc tu t'élances à l'assaut de la Tourette au lever du soleil, c'est ça? Exact, ouais. J'ai récupéré Pierre Tramini, qui est une super amie, qui habite à Menton, donc au pied de la Tournette. Donc je l'ai sorti du lit et on est monté. Avec les croissants, j'espère. Ouais, ouais, ouais. Il nous Avec les attendait au gels. chalet de l'autre. Donc voilà, on a fait un magnifique lever de soleil à la Tournette. Donc c'était ouais, splendide, franchement. Et après, j'ai récupéré Mimi Kotka à Saint-Féréol, qui voilà, m'a fait la belle. Enfin, La c'était super. surprise, ouais. Ouais, belle surprise de partager ça avec elle. Et donc là, on est parti faire la dent de con. Donc une chouette arête qui appartient au massif des Bauges. Qu'elle ne Et connaissait pas voilà, d'ailleurs, si j'ai bien lu. elle ne Il me connaissait semble que pas, ouais. Mimi Donc, découvrait tout ce décor. ouais.
Ouais, Mimi aussi, elle a été impressionnée. Et puis c'est vrai que, ouais, non, c'est une course qui est assez esthétique, ouais. Voilà, pour redescendre jusqu'à Albertville. Et Albertville, après, j'ai rejoint Julie Roux, une autre copine qui est en équipe de France de trail aussi, et qui m'a accompagnée donc, pour faire tout le Beaufortin, donc par la Roche-Pourrie. Après, on a récupéré des arêtes pour aller à la grande journée. Le Et encore Valais des arêtes aussi, pour oui. arriver au Grand Mont. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, à la grande journée, j'ai rejoint Théo, François, mon copain aussi, qui est monté avec eux. Et donc, voilà, là, on a fait toute l'arête du Grand Mont et puis redescente. Il y avait encore un peu de neige sur Arèche avec aussi l'équipe Petzel qui nous soutenait pour ce projet et qui était là pour m'accueillir au Grand Mont. Donc, c'était vraiment chouette, ouais. Est-ce que tu as eu des coups de moins bien sur ton étape? Ouais, enfin, globalement, ça s'est très bien passé. J'ai eu un coup de moins bien dans la montée de la Roche-Pourrie, la sortie d'Albertville. Il faisait vraiment chaud. Et puis, je pense que j'avais bien mangé à Albertville, donc j'étais en pleine digestion. Mais bon, après, j'étais en avance, donc je voulais pas arriver trop tôt non plus au Grand Mont. Ah, et donc vous vous donniez quand même des temps estimés de passage auxquels vous essayez de vous tenir? Ouais, on essayait. Bon, c'est quand même freestyle, mais on essayait ouais, quand même d'avoir à proximité. Après, on avait la chance d'avoir Open Runner qui nous avait donné une balise GPS. Donc, en fait, on avait un point, je crois, toutes les 5 minutes. Donc, globalement, ça marchait assez bien et tout le monde savait où on était toutes les 5 minutes. Et vous avez un beau final, si j'ai bien suivi, dans la descente. Il y a beaucoup de monde autour de vous qui vous accompagne jusqu'à l'arrivée. Arèche, ouais, bah ouais, il y avait toute l'équipe Petzel, bah, toute la team qui était là. Ouais, non, c'était fantastique. Vous Le avez croisé du décor. public un peu enfin, sur les parcours? Il y a des gens qui venaient vous suivre et vous encourager? Ouais, moi j'ai quelqu'un qui m'a accompagné bah, pour monter à la Roche, bah ouais, quasiment jusqu'à la Roche-Pourrie, un peu en dessous. Après, il y avait des gens ouais, dans le Beaufortin, sur le bord des sentiers, un peu à la Tournette. Il y avait un peu partout, ouais. Non, non, c'était assez rigolo. Et puis ceux qui connaissaient, enfin, quand je connaissais pas trop et que les gens c'était des locaux, on va dire, bah Ils voilà, j'ai faisaient la dit, bah visibilité vas-y, voilà, je te suis, sur c'est très votre bien. droite, une montagne. Et combien de temps aura duré ton étape? Je suis partie. Combien de temps? Je suis partie à 6 heures et je suis arrivée à minuit. Et donc, D'accord, 18 heures, ouais. ouais, 18 heures, je crois, un truc comme ça. Elle a été conforme à ce que tu imaginais en termes de décor, de difficulté? C'était vraiment le parcours que tu avais en tête? Ouais. Vraiment, c'était parfait. Ouais, non, c'est ce que j'avais en tête. Après, là, la journée était encore plus parfaite parce qu'il faisait super beau. Les couleurs, voilà, les couleurs étaient magnifiques. Au lever de soleil, coucher de soleil, non, c'était splendide. Est-ce que vous sentez quand même au fil des jours globalement que physiquement ça devient de plus en plus exigeant ou à ce moment-là, le troisième jour, c'est encore acceptable et vous êtes plutôt ménagé physiquement et il n'y a pas vraiment de bobos et de difficultés particulières? Ah, ça dépend pour qui. Thibaut, ce jour-là, était bien fatigué parce qu'il sortait de son étape et que voilà, ça faisait déjà deux, trois ouais, samedi soir, dimanche soir, lundi, mardi, voilà, avec trois, quatre nuits qu'on ne dormait pas beaucoup. Lui, il était arrivé en vélo avec Nathan. Ouais, non, et voilà, ceux qui avaient déjà couru, ils commençaient à être un peu fatigués, mais les premiers commençaient à récupérer. Donc Théo, il a fait un bout avec moi. Seb est parti aussi avec moi, m'a porté mon sac quasiment jusqu'à la Tournette. Voilà, donc en fait, les premiers récupéraient et puis voilà, petit à petit, ça tournait comme ça. Vous aviez le droit de dormir dans le van la journée quand vous accompagnez ou pas? Ou pas le temps? Ben, on n'avait pas vraiment le temps en fait, c'est ça qui était ouf, c'est qu'on se disait on va avoir des moments off. Et en fait, ces moments off, on ne savait jamais trop s'ils allaient durer 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Et puis en fait, il n'est pas tant que ça parce qu'on essayait d'aller voir le plus de points possible. Et des fois en voiture, c'était plus long qu'à pied presque. Enfin, ou en tout cas le même temps. Et puis voilà, il suffisait que sur la route, il fallait faire la vaisselle, remplir l'eau. Puis voilà, on restait dans la dynamique. Et c'est vrai que bah, pendant la semaine, on savait qu'on était fatigué, mais on prenait pas trop le temps de se reposer parce qu'on était vraiment dans le feu de l'action. Et c'est vraiment la semaine suivante où là, là le corps, il a dit stop. On est désormais le quatrième jour et c'est la quatrième étape entre Arèche et Briançon avec cette fois en piste Nathan Jovet et Julien Michelon. Au programme pour eux 105 km à pied et 88 km de vélo avec en tout 8800 mètres de D+. Comment s'est passée cette quatrième étape pour eux? Et ben super bien. Ça a été un peu plus dur pour Julien, qui lui découvrait vraiment la longue distance. Donc moi, il m'a vraiment impressionné parce que pour une première longue distance, bah, c'est juste ouais, exceptionnel ce qu'ils ont fait. Ils avaient un parcours vraiment pas facile.
eux non plus. Et voilà, des magnifiques paysages. Et nous, on a découvert des magnifiques vallées. Moi, je connaissais pas trop, voilà, toute la vallée. Donc, c'était chez Nathan. Ça passait vers chez Nathan, là, vers Peuzet. Et après, donc, Julien a pas accompagné Nathan à la fin sur le vélo. C'était voulu. De Modane à Briançon, où là, c'est Thibaut qui a accompagné Nathan avec Théo. Il venait à peine de récupérer que le voilà obligé de repartir sur le vélo. C'est ça. Et là, chapeau à eux parce que vraiment, ils ont fait Télégraphe Galibier, passer à minuit au col du Galibier. Bon, pour eux, c'est un moment magique parce que voilà, à minuit 00, ils étaient en haut du Galibier. Génial. Ouais, j'imagine voilà, vraiment beaucoup d'émotions pour eux. Et vraiment, chapeau, moi, je sais pas comment ils ont fait parce que franchement, ça me paraît déjà faire le Galibier 2 jours en temps normal, c'est quand même déjà une longue étape, quoi. Donc là, voilà, après 100 bornes, chapeau. Place maintenant à la dernière étape, et donc un sacré morceau. Cette fois, c'est 200 km et 13 000 mètres de D+, entre Briançon et Utel. Voilà, cette étape, elle est emmenée par François Den et Michel Lannes. Et il y a Sébastien qui s'est joint à eux en soutien. Comment se passe pour eux cette dernière étape avant votre arrivée le lendemain à Nice? Alors eux, voilà, du coup, ils avaient découpé leur parcours en 2 jours. Donc ça, c'était chouette parce que du coup, ils n'arrivaient pas à minuit, 1 heure du matin. Et donc là, on a pu passer vraiment deux belles soirées, on va dire, à partir de 20 heures où on a mangé ensemble et on a profité vraiment du bivouac. Ça fait des jolis bivouacs. Et eux, donc voilà, départ Briançon, accompagnés par un copain de Michel. Et puis après, c'est vrai qu'on a pu pas mal les voir sur toute la première partie où ils ont suivi le GR5. Moi, j'ai refait une partie avec eux entre Château-Queyras et Seillac. C'est vraiment magnifique. Thibaut a pris pas mal de relais aussi avec eux, pendant que Nathan, Julien récupéraient forcément. Théo aussi a fait pas mal de parties avec eux et impressionnant. Et on fait un bivouac dans la vallée tout derrière Loubaï, magnifique, perdu, il est nulle part. Et voilà, et si, il y a Seb qui avait fait une jolie partie technique avec eux la journée. Et voilà, et après, c'était reparti le lendemain. Donc pour eux, je pense que repartir, c'est jamais vraiment facile après 100 bornes. Des fois, il vaut mieux pas s'arrêter. Ils Mais traînaient la patte le lendemain? Oui. ouais, les premières heures sont toujours un peu difficiles. Il faut remettre la machine en route. Donc c'est vrai que ouais, j'imagine que ça devait pas être facile. Moi, on m'aurait demandé de repartir jeudi matin à 5 heures. Je pense Pour que refaire 100 bornes, ouais. T'aurais dit non merci. Je ouais, passe la main. mais non, non, ils sont repartis et voilà, ils ont continué d'avancer, voilà, super vite parce que c'est des machines. Et voilà, et nous, on a continué les relais. Et là, arrivé dans le Mercantour, c'est vrai que c'est des vallées assez étroites. Donc là, en van, ouais, on s'est fait un ravitaillement à la Roure. La route était minuscule. Là, j'étais avec Thibaut. C'était épique. Vraiment, on a fait des ravitaillements au milieu de nulle part. Mais bon, ils étaient toujours trop contents de nous voir. Donc c'est vrai que ça, c'est super chouette. Et puis au moins, on vit aussi un peu l'assistance parce que d'habitude, quand on court, on a l'assistance qui nous suit, mais on n'a jamais Vie vraiment ma vécu. vie d'assistant, ouais. C'est ça. Donc Ah, là, c'était vraiment chouette pour eux, de ça devait être pouvoir très agréable de vous retrouver là dans ces moments-là c'est après 2 ça, journées. ouais. C'est ça, ouais, ouais. Pour eux, et puis même nous, je pense que de le vivre, c'est super important parce que c'est bien de savoir ce que vivent nos assistants, les pauvres. Et voilà, et on fait un deuxième bivouac, ouais, 20 bornes avant Utel, dans la vallée de la Tinée. Et voilà, où là, on fait une fondue magnifique parce qu'il nous restait plein, plein, plein de fromage, pour la petite anecdote. Donc là, c'était vraiment ouais, une belle dernière soirée en montagne. Pour après, le lendemain, moi, j'ai repris le départ jusqu'à Utel avec Julien, Thibaut et Nathan, où j'ai retrouvé les sentiers, du coup, là, dernièrement à l'UTCAM, qu'on avait pris dans l'autre sens. Et ouais, non, là, on voit le paysage qui change, on commence à voir la mer au loin. Et c'est vrai que voilà, quand on se dit, waouh, on est parti d'Alsace, dans les vignes, et puis là, on se retrouve, il Avec la fait Méditerranée 35 en face. degrés. Voilà, et on a vu sur la mer. Tout ça en 7 jours. C'est ça, voilà. Donc c'est vrai que ouais, là, tu prends conscience de la semaine qui s'est déroulée. Et donc là, vous passez le relais ce jour-là. En gros, tout le monde prend part à cette ultime étape jusqu'à Nice. Ouais, c'est ça. Donc là, on a fait des relais jusqu'à Nice, mais même ils sont allés super vite, quoi. Seb, on n'arrivait même pas à le suivre. À un moment donné, il est arrivé avant Mais nous. c'est une machine, il faut l'arrêter. Ouais, 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 c'est une machine.
Et voilà, Théo a pris les relais, François et Michel aussi ont pris un relais alors qu'ils avaient déjà fait 200 bornes. Enfin voilà, tout le monde a pris des petits relais pour arriver jusqu'à la mer tous ensemble. Ils étaient presque chauds pour faire le chemin dans l'autre sens et revenir jusqu'en Alsace, tu penses? Je sais pas, je sais Quand même pas. pas. Non, je pense pas. La bière à l'arrivée était bien quand même. Et si j'ai bien vu, vous avez tous fait un petit plouf dans la Méditerranée pour remarquer le point final de cette grande traversée. Bah ouais, c'est vrai qu'on était à côté de la mer. Bon après on a été, surtout nous en van là. Moi je suis arrivée en van pour se garer, c'était l'enfer. Il y avait énormément de monde à Nice. Nous on sortait d'une semaine en montagne dans la Pampa, à croiser personne. Et c'est vrai que ça a été un choc un peu au départ. On s'est dit waouh, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et puis voilà, après on s'est dit non La mais quand même il y a la civilisation. mer. Ouais. Et quand même, il y a la mer, donc ouais, on était trop contents parce qu'il faisait chaud et puis clairement, on est tous plus des montagnards, donc on passe pas nos vacances au bord de la mer, donc là, c'était vraiment l'occasion d'aller se baigner. Toi, tu as apprécié le fait que ce soit une course qui n'ait pas de chrono, il y a une logique de dépassement, mais il n'y a pas de logique de performance à proprement parler, en tout cas chronométrique. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon dont toi tu as appréhendé cette traversée? Bah ouais, je pense que là, pour une aventure humaine, c'était super important de pas se mettre de pression et d'aller voilà chercher des sentiers qu'on connaît pas, de pas regarder le chrono. C'est complètement différent en fait. On profite beaucoup mieux du paysage, on discute, voilà, vraiment le partage est encore plus présent, je pense. Donc ouais, non, Ça t'a donné envie de faire des off et voilà, des courses avec moins d'enjeux justement de temps franchement, moi j'ai adoré aussi cet aspect de pacer entre guillemets où on avait les copains du team qui venaient. Moi c'était aussi les filles qui voilà apportaient un peu plus de nourriture, un peu plus d'eau. Ce partage-là, voilà, il est plus effectué sur les fins de course aux États-Unis. C'est même obligatoire dans certaines d'avoir un pacer à la fin et on partage la course à deux, notamment pour la sécurité. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un aspect que j'adore de partager quelque chose. Voilà, et en plus en courant, ouais, ça c'était vraiment génial. Comment tu te sentais physiquement à l'arrivée? Ton niveau de fatigue était comment? Bah bien. D'accord, Ouais, trop facile. non, j'étais fatiguée, mais franchement, ça allait parce que j'avais pas de pépin physique, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, mes pieds étaient bien, mais j'avais pas de tendinite, voilà, mal musculairement, articulairement, mais non, quand il n'y a pas de pépin physique, c'est génial. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui t'ont paru peut-être un peu plus difficiles à gérer? Est-ce que c'est plutôt la répétition des efforts, le parcours en lui-même, le manque de sommeil? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui étaient un peu plus complexes à appréhender? Hum, non, je dirais l'orientation, peut-être. D'accord. Ouais, il fallait s'orienter. C'est vrai que voilà, c'était pas tracé partout, donc fallait toujours avoir le nez voilà sur la montre. On a des super montres maintenant, on peut mettre des super parcours, donc c'était chouette. Et puis voilà, et au cas où le téléphone, enfin voilà, et c'est sûr que ça, il fallait savoir s'orienter. Et ouais, je pense que des moments ça a pu ne pas être facile, ouais, même sur la route. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette traversée ou une émotion qui prédomine et qui te reste encore aujourd'hui? Bah, moi, c'est vraiment enfin, tout le partage avec les filles, là, à chaque fois, Perrine, Mimi, Julie, ouais, même voilà, l'arrivée de nuit avec Julie à Arèche, et puis toute l'équipe qui est là, qui n'est pas encore couchée alors qu'il est minuit, ouais, ça c'est quand même une image qui m'a vraiment marquée, ouais. Et est-ce que cette course, elle t'a amené à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé réussir à faire? Est-ce que ça t'a fait dépasser certaines limites? Ben, je savais pas que je pouvais si peu dormir en une semaine. Et est-ce que la semaine d'après, tu as dormi donc 15 heures par nuit pour récupérer? Franchement, j'ai essayé, mais avec le Même boulot et pas. tout, c'était compliqué. Mais il m'a bien fallu 10 jours, je pense, ouais, de cumul. Ouais, ouais, non, mais si, mais de base, je dors beaucoup quand même déjà, donc il a fallu un petit moment de. Mais ouais, ouais, non, il fallait dormir. Est-ce que tu changerais des choses rétrospectivement? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ta gestion de cette traversée ou est-ce qu'elle a été idéale selon toi? Non, c'était parfait. Et donc, est-ce qu'il y a une chance qu'on vous retrouve tous un jour pour une grande traversée 2? Ça doit vous titiller quand même. Peut-être pas la même, mais en tout cas, l'idée de reproduire ce type ouais, d'épopée collective. Ouais, je pense que tout le monde a vraiment aimé cette aventure humaine, collective, et est prêt à repartir pour voilà, un projet qui sera tout autre, forcément. Et
ouais, je pense que tout le monde sera partant. Ouais, Ouais, ce sera l'esprit serait le même en tout cas. ouais, je pense. T'as gardé des liens donc j'imagine avec le team, avec les membres du team depuis la fin de cette grande traversée. Eh ben oui, en fait, j'ai eu la chance de, en plus, les revoir sur la course de Dubaï pour Thibaut et Théo, Nathan, avec qui on allait faire la course dans le Mercantour. Ouais, et puis voilà, c'est sûr que ouais, maintenant, enfin, ouais, on se connaît bien et ouais, ça soude vraiment une équipe, une aventure comme ça. Et après, bah là, on va se revoir. Enfin, on s'est revus tous à Paris pour le film. Et ouais, c'était vraiment chouette de tous se revoir. Et je pense il y aura d'autres moments. Après, voilà, il faut juste coordonner les plannings. Mais Pas simple. ça, c'est plus compliqué. Merci beaucoup Camille d'avoir partagé avec nous cette aventure collective qui était définitivement pas comme les autres. Je suis sûr que nos auditeurs ont vibré autant que moi en t'écoutant partager avec nous cette course épique. Petite pause promotionnelle, mais en tout cas pour ceux qui souhaitent associer des images à tes mots, je vous invite à aller voir le film intégral de la Grande Traversée qui sera visible exclusivement en salle à l'occasion du festival Le Trail fait son cinéma. Donc c'est un festival qui compte 10 dates en France, notamment Paris, Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence. Donc voilà, si vous voulez aller voir en détail et vivre cette Grande Traversée, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces dates sur le site letrailfaitsoncinema.com. On va parler maintenant d'avenir, rapidement de tes futurs projets. Est-ce que tu as des rendez-vous prévus à ton calendrier de fin d'année ou des projets déjà définis pour 2021? On sait que tout ça est très chahuté en ce moment et très incertain avec toutes ces annulations qui s'accumulent les unes après les autres. Est-ce que toi, tu as déjà des points de repère sur les prochains mois et des grands rendez-vous? Eh ben, ouais, normalement, la course des Templiers, le Grand Trail des Templiers est maintenu. Ouais, j'y Ça avait serai été aussi, figure-toi. Et j'espère, je croise les doigts. bloqué. Ouais, j'y serai. Alors, par contre, je serai une quinzaine d'heures derrière toi à l'arrivée, mais je croise les doigts pour qu'elle ait lieu. C'est la seule qui a survécu justement aux annulations sur le festival. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, si tout le monde est présent, ça va être une belle édition avec un énorme plateau, aussi bien chez les filles que chez les garçons, je pense. Donc, ouais, l'année dernière, en fait, ça avait été annulé au dernier moment. Ouais, Je avec me les lève conditions à 2 météo. heures du matin, ouais, conditions météo. Donc, c'est vrai que, ouais, non, c'est une course qui me tient à cœur. Donc, j'ai reprogrammé cette année. Et puis, voilà. Et après, normalement, je vais enchaîner avec, c'est pareil, si ça a lieu, le Golden Trail Series, qui normalement n'est pas du tout mon format de course, c'est des formats marathon qui vont très vite. Et Mhm. là, cette année, ils ont reformaté un petit peu. Puis moi, du coup, j'ai fait quand même 2 manches au Ventoux et à Lubaï. Et donc, je me suis qualifiée pour aller à la grande finale qui est sur 4 jours aux Açores, début novembre. Génial. Donc ouais, génial. Si ça a lieu, ça pourrait bien clôturer cette saison un peu spéciale. Et sur des formats un peu spéciaux, mais finalement, saison spéciale, format Mhm. spéciaux. Et est-ce qu'à plus long terme, il y a une course ou un défi que tu as envie de relever et qui te fait particulièrement envie? Il y en a plein. J'aimerais bien aller découvrir GR20 et pourquoi pas aller tenter un record sur GR20, mais vraiment dans des années, enfin voilà, vraiment dans plus longtemps parce que c'est très technique et j'aimerais bien aimer un peu plus le technique, on va dire. Voilà, forcément faire l'UTMB, retourner sur la Diagonale des Fous, voilà, pour essayer de mieux vivre. En fait, je l'ai fait un peu tôt avec un. Ouais, je pense, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était très long, très lent. Et voilà, et tout le monde m'a dit, les diagonales, c'est spécial, il faut que tu y retournes en ayant un peu plus d'expérience. Donc voilà, voilà un peu les projets à Joli venir. programme. Je te propose, Camille, de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, c'est-à-dire la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te motive et te guide dans la vie. Quel serait le motto que tu souhaiterais partager avec nous? Ben moi, je dirais vivre au jour le jour, vraiment profiter de chaque instant et de chaque moment, de chaque endroit qui nous entoure. Donc ouais, vivre au jour le jour, ça représente bien. Et bien, on va finir cet épisode sur cette note très optimiste. C'est déjà malheureusement la fin. Merci beaucoup Camille d'avoir pris le temps de nous faire vivre à tes côtés cette grande traversée. Grâce à ton histoire, on a pu se sentir dans la peau du 9e membre du team le temps de cet épisode. Donc merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce moment si privilégié. Je te souhaite bonne chance pour tes futurs projets, qu'ils soient sportifs, professionnels ou personnels. Voilà, merci en tout cas pour ce partage et cette grande traversée. C'était génial de l'entendre avec tes mots. Ouais, merci à toi, Guillaume. C'était super chouette aussi de le raconter. J'espère que tout le monde a bien aimé. Et puis voilà, comme tu l'as si bien dit, le mieux, c'est quand même les images. Donc, je vous invite à aller voir le film. Tous en salle pour aller voir la grande traversée. Je pense que vous allez en prendre plein les yeux. Merci encore Camille, à très bientôt. Ouais, merci, salut. Salut, merci.
Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.